Bien, bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité. Merci à Roland Lehoucq en particulier. C'est à cause de lui que je suis ici. Alors, je vais vous parler des journalistes qui sont capables de faire la différence entre repère avec un E, accent grave, et repère avec AI. Et donc, les journalistes scientifiques, comment ça marche? Comme la journée est consacrée au savoir, la question qui se pose, c'est aussi comment vous savez les choses, comment vous savez, par exemple, comment vous avez appris que le télescope spatial James Webb était parti, comment vous avez appris l'atterrissage de Persévérance sur Mars, comment vous avez appris la première photo d'un trou noir il y a quelques années. Ben, vous l'avez appris en général grâce aux médias. Grâce aux médias, alors quand je dis médias, c'est au sens large évidemment, c'est pas juste la presse écrite, il y a la presse web, il y a la radio, il y a la télévision, et il y a aussi d'autres sources, comme les chaînes YouTube ou les blogueurs, etc. Bon, il faut quand même voir juste une chose, c'est que la plupart des chaînes YouTube et des blogueurs, pour s'informer, ils nous lisent. Donc voilà, moi je vais vous parler de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire un journal généraliste, pas forcément Le Monde, hein. Cette photo, c'est pas la photo du Monde. Alors elle fait un peu peur, cette photo, c'est une rédaction d'un journal britannique. Donc voilà, un journal, c'est une grosse machine, et dans cette grosse machine, il y a des journalistes qui se consacrent aux sciences. Voilà. Pourquoi je vous ai dit ça? Il y a deux raisons. Le journalisme scientifique, c'est pas forcément évident, parce que les deux raisons sont les suivantes. La première, c'est que les hiérarchies journalistiques et les hiérarchies médiatiques, les chefs, on va dire, dans les journaux, ne sont pas forcément formés aux sciences. La plupart du temps, en fait, ils ne le sont pas du tout. Ils n'ont pas d'affinité avec ces matières-là. Ils n'ont pas forcément même de curiosité pour ces matières-là, qui sont des matières compliquées, qui sont des matières difficiles, techniques. Et pour cette raison, c'est souvent difficile pour les journaux de créer des services sciences ou de les maintenir. Il y a un certain nombre de journaux qui n'en ont pas du tout. Mais heureusement, dans certains titres de presse, quand même, on a réussi à nous trouver une petite place. Et pourquoi? Alors ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous parce que, en fait, on sait que vous aimez ça. Comment on le sait? On le mesure. Alors avant, il y a une époque où Internet n'existait pas. Et pour le mesurer, pour le savoir, on faisait des études de lectorat, ça coûtait très cher, il fallait aller voir les gens au kiosque, les intercepter, leur poser des questions pendant 30 minutes, et on savait ce qui leur plaisait, ce qui leur plaisait pas. Et même à cette époque pré-Internet, on savait que les sciences étaient très appréciées du public. Alors pour des raisons diverses et variées, évidemment, la première raison c'est sans doute parce que simplement vous aimez ça, c'est votre passion, c'est la curiosité naturelle des humains pour le monde qui les entoure, la nature, l'univers, le passé, d'où on vient, où on va, etc. Très très grandes questions qui sont posées dans toutes les civilisations. Et ça y est, j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est fantastique. Donc ça c'était la première raison. La deuxième raison pour laquelle les sciences sont mal aimées, c'est que, oui, les journalistes scientifiques, on nous prend souvent pour des martiens. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a très longtemps, à l'époque, on n'avait pas tous ces machins-là dans la poche, qui ont des calculatrices. J'étais à une conférence de rédaction, et puis ils donnent des chiffres, et puis ils disent oh, « je ne sais pas quel pourcentage ça fait ». Et moi, je leur calcule de tête. C'est pas compliqué, en fait. Et là, ils m'ont tous regardé comme si j'étais un extraterrestre, et parce que tout simplement, voilà, ils n'étaient pas familiers avec, je ne vais pas parler de mathématiques, mais ils n'étaient pas familiers avec tout ce qui était scientifique. Et on nous voit souvent comme des hurluberlus qui sont capables d'expliquer des choses un peu bizarres. Et c'est vrai que pour moi, par exemple, ça a commencé à l'école de journalisme. J'étais le seul qui savait à peu près ce que c'était que l'ADN ou à peu près ce que c'était qu'un trou noir. Et à l'époque, mes petits camarades m'ont appelé Doc Bart. Voilà. Et c'est resté.
Alors on nous voit comme ça, dans le monde, à l'intérieur du monde de la presse, alors qu'un vrai journaliste, c'est ça, quoi. Hein, ou alors ça. Faut pas oublier que Clark Kent, pour gagner sa croûte, bah, il est journaliste. Hein, et vous comprenez pourquoi j'ai voulu faire journaliste aussi. Alors voilà, je vais vous parler un petit peu de qui nous sommes en réalité. Et pour cet exemple-là, pourquoi j'ai pris les 7 nains? Parce qu'il se trouve que dans le service dans lequel je travaille, on est 7. Voilà, donc on va tous vous passer en revue. Donc là, bah, on va commencer à tout seigneur, tout honneur, c'est pas moi, c'est le chef du service, qui s'appelle Hervé Morin, rien à voir avec le ministre, qui fait de la science depuis plus de 30 ans. Alors, qui sommes-nous en réalité? J'ai écrit, on a des profils variés, et Hervé, lui, il a commencé par des études de psychologie, et ensuite il a fait une école de journalisme. Alors ensuite, à côté, alors là c'est compliqué parce que Simplet, je ne savais pas trop à qui le donner. Puis finalement, je me suis dit qu'il fallait le donner au polytechnicien de la bande. Donc Simplet, c'est David Larousserie. Il ne m'en voudra pas, vous ne lui direz pas. David Larousserie est polytechnicien. En plus de ça, il cumule les défauts. Il a aussi une thèse en physique. Et donc c'est pour ça qu'on lui donne, enfin c'est plutôt le seul qui a envie de traiter de physique fondamentale, de mécanique quantique, de chimie, de maths, enfin tous les trucs qui sont vraiment très difficiles, et c'est pour ça qu'il n'est pas du tout simplet. Le troisième, bon bah c'est moi. C'est moi parce que je suis toujours en train de râler, parce que je voudrais toujours qu'on fasse un journal meilleur, ou des articles mieux, et bon voilà, je suis connu pour ça. Timide, c'est ma collègue Pascal Santi, donc oui, j'ai quand même oublié de dire, oui, moi j'ai fait des études littéraires au départ, hein, et après des études de journalisme. Ce qui compte dans le journalisme scientifique, en fait, c'est journaliste, hein, le reste, c'est la curiosité. Donc Pascal Santi, elle était journaliste média, donc strictement rien à voir avec la science et la santé, et puis elle s'est reconvertie dans la santé et la médecine. Et pourquoi c'est timide? Parce qu'elle a horreur de se mettre en avant. Joyeux à côté, oh ben si, il est là. Joyeux, c'est Laure Belot, parce qu'elle a un grand sourire tout le temps. Laure, elle a un parcours très particulier, donc vous voyez vraiment qu'on a des profils très très différents les uns des autres. Laure, elle a fait de la chimie au départ, et elle a fait aussi une grande école de commerce, elle a commencé dans le conseil en stratégie avant de se reconvertir dans le journalisme éco au départ, économique, et ensuite elle s'est intéressée à tout ce qui était nouvelles technologies. Hatchoum, c'est Sandrine Cabu. Alors pourquoi Hatchoum? Non pas parce qu'elle est malade, mais parce qu'elle est médecin de formation. Donc elle s'occupe de la recherche médicale. Et Dormeur, c'est mon collègue Nathaniel Herzberg. Alors pourquoi Dormeur? Parce que Nathaniel, il a commencé par faire des études. Il est ingénieur télécom à la base. Et puis au bout de 4 ou 5 années d'études d'ingénieur, il s'est réveillé. Ouais, je sais, c'est un peu facile. Il s'est réveillé et il s'est dit finalement qu'il allait être journaliste. Donc vous voyez, des profils très variés. Et en fait, ce qui nous soude, c'est pas ce qu'on a fait avant, c'est notre envie de parler de sujets, c'est notre curiosité pour tous ces sujets-là. Alors, l'idée de cette conférence, c'est de vous raconter un petit peu comment on travaille, comment on sait ce qu'on sait, et comment on vous le transmet. Quelles sont les sources qu'on utilise? Bon, alors, évidemment, c'est pas classé dans l'ordre, hein, j'ai mis ça un peu comme ça. Il y a le réseau personnel, voilà. Au bout de X années ça fait 25 ans là, que je fais ce métier. Donc j'ai interviewé des centaines et des centaines de chercheurs, et donc forcément, à chaque fois que vous finissez votre interview avec un chercheur, vous l'avez interrogé pour avoir son avis sur telle ou telle étude, et vous lui dites, si jamais dans les mois qui viennent ou les années qui viennent, vous avez votre étude, vos travaux mènent sur quelque chose qui pourrait nous intéresser, n'oubliez pas de m'appeler. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et de temps en temps, pas souvent, mais quand même de temps en temps, on a un coup de téléphone, on a un mail, etc., d'un chercheur qui vous dit « moi j'ai ça, ça va sortir, j'ai ça ». Ensuite, il y a les dépêches d'agence, les agences de presse.
qui font qu'on surveille pas toute la journée, mais presque. Donc l'AFP en France, par exemple, mais il y a aussi Reuters, il y a aussi d'autres agences, AP, Associated Press, qui nous envoient régulièrement des alertes sur tous les domaines, hein, évidemment, et la science fait partie de ces domaines, même si ce n'est pas extrêmement couvert dans ces journaux, dans ces agences. Les communiqués de presse, et oui, parce qu'évidemment, la communication, ça nous touche aussi. Les instituts de recherche, que ce soit le CNRS, le CEH, Gérard Roland-Lehoucq, les universités, la NASA, le CNES, l'Agence spatiale européenne, nous envoient très régulièrement, enfin tous les jours en réalité, des communiqués de presse. Et pour vous donner une idée, quand je prends une semaine de vacances, quand je rentre, j'en ai 2000 dans ma boîte mail. Voilà. Donc évidemment, j'attends pas de rentrer de vacances, c'est tous les jours qu'il faut les regarder, non pas pour travailler, mais juste pour mettre à la poubelle tous ceux qui ne m'intéressent pas, et qu'à la fin de la semaine, quand je rentre, j'ai la sélection de ce qui m'intéresse. Alors évidemment, maintenant, on est à l'ère d'Internet, donc on est à l'ère de l'info 24 heures sur 24 sur le web. Donc on doit avoir un travail de veille en continu, parce que y a des choses que nous on ne voit pas, hein, ou simplement parce qu'il y a des confrères à l'étranger qui ont des scoops, et dans ces cas-là on doit les suivre, enfin on doit essayer de voir si c'est intéressant ou pas. Internet a aussi amené d'autres choses, les réseaux sociaux, les blogs, les chaînes YouTube. Et c'est vrai que beaucoup de mes confrères, moi je le fais assez peu, mais beaucoup de mes confrères suivent énormément de monde sur Twitter, beaucoup de chercheurs évidemment, et qui tweetent et qui... bon, la difficulté c'est qu'on a déjà 300 mails par jour, si en plus de ça on doit suivre 300 personnes sur Twitter, ça commence à devenir un tout petit peu compliqué. Et pour finir, j'ai mis à la fin parce que pour une raison de transition avec la suite, mais grosso modo c'est quand même ce qui est souvent le plus important dans notre travail, ce sont les annonces des revues scientifiques, et ce qu'on appelle les embargos qui vont avec. Comment ça se passe? Voilà. Comment ça se passe? Les journalistes s'inscrivent à des sites particuliers. Ici, c'est le site de Nature. Et donc, on doit prouver qu'on est vraiment journaliste, etc. Et une fois qu'on a fait ça, on est inscrit à ces sites, et toutes les semaines, on reçoit les menus de ce qui va apparaître dans la revue suivante, la semaine suivante. Donc Nature, Science, beaucoup de revues font ça. Et donc, là, le truc le plus important, c'est ça, embargo, c'est-à-dire que on a accès aux études, on a accès à la source primaire, mais on n'a pas le droit d'en parler avant cette date. Donc là, c'est celui de la semaine prochaine. Hein, donc en scoop mondial, vous savez qu'il y aura un dossier sur la réponse des forêts au changement climatique dans Nature. Mais on n'a pas le droit d'en parler avant mercredi. À Paris, ça sera 17h. Et Science, c'est le vendredi à 20h. Donc c'est la grand-messe de la fin de la semaine, c'est Nature, Science. Bon, il y a aussi beaucoup d'autres journaux, hein, évidemment. Donc on s'engage à respecter les embargos, et si jamais on ne les respecte pas, si jamais on grille un embargo, c'est comme ça qu'on dit dans la profession, et ben on est puni, hein, c'est comme voilà, vous n'avez pas respecté la règle, vous êtes puni, et donc on est privé de ces communiqués pendant un certain temps, donc on est obligé d'attendre. Pourquoi ces communiqués nous sont utiles? Parce que comme évidemment on les a 5 ou 6 jours à l'avance, on a le temps de préparer les articles, les dossiers, on a le temps de soumettre ces articles à d'autres scientifiques en leur faisant promettre évidemment de ne pas les diffuser, pour qu'ils puissent nous donner leur avis, un avis extérieur, neutre, plus ou moins objectif en tout cas, sur les travaux qu'on leur soumet, pour savoir à quel point c'est sérieux, à quel point c'est nouveau, à quel point c'est intéressant, s'ils ont des remarques particulières à faire. Donc on le fait une fois, 2 fois, avec plusieurs chercheurs si on a le temps. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et à partir de ces éléments, on peut rédiger l'article et on peut être prêt pour publier à l'instant T. Et vous comprenez bien évidemment pourquoi c'est du coup très compliqué d'avoir un scoop en sciences, parce que tous les journalistes scientifiques qui se respectent sont inscrits à ça.
en France, aux États-Unis, enfin partout. Donc on a tous la même info en même temps. Donc c'est très difficile d'avoir un scoop, puisqu'on a interdiction, évidemment, de griller les embargos. Donc voilà, je vous ai expliqué un petit peu comment ça se passe, la tambouille. Voilà, donc vous avez vu toutes les sources qu'on a, je vous ai parlé de mes mails, je vous ai parlé des tweets. Comment est-ce qu'on choisit un sujet plutôt qu'un autre? Parce que dans le Nature de la semaine prochaine, il n'y a pas 2, 3, 4 sujets. Alors eux, ils font toujours une petite sélection, mais en réalité, il y a une liste de 40 articles. Donc comment on choisit celui qu'on va traiter, si jamais on décide de traiter un de ces articles? Il y a plusieurs critères qui président à ces choix. Bon, il y a notre expérience tout d'abord. On sait que parfois les revues survendent certains sujets. C'est-à-dire qu'ils disent « Ah, c'est nouveau », puis on se rend compte très vite que ça l'est pas tant que ça. Donc il y a notre expérience qui joue. Qu'est-ce qui joue aussi? Il y a le fait que si c'est vraiment un très gros truc, on le voit tout de suite, et on est obligé de le faire. On ne peut pas louper, on ne peut pas passer à côté, on ne peut pas rater. C'est ce qu'on appelle un ratage. On ne peut pas faire ce truc. En revanche, quand il y a des sujets qui sont un peu équivalents, qui ne sont pas forcément des monstrueuses découvertes, moi ce que j'aime, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est ma curiosité, c'est le sujet qui a éveillé ma curiosité et que j'ai envie de vous transmettre. C'est ça qui me plaît le plus. Ça fait des années que j'ai ce critère, que je l'utilise. Je peux vous assurer qu'en général, vous aimez ça. Donc, je vais rentrer encore plus dans le détail. Je vais prendre un cas pratique. Donc voilà, ça se présente comme ça, hein, un article. Donc c'est un sujet qui a fait la une de Science Advances, qui est une assez grosse revue qui appartient aussi au groupe Nature. Et donc c'est une revue en grande partie, c'est une étude en grande partie française qui raconte comment, alors qu'on croyait qu'il y a 54 000 ans, seuls des Néandertaliens peuplaient la France, on a découvert les traces d'Homo sapiens dans ce qui s'appelle la grotte Mandrin, qui porte le nom du brigand, parce qu'il s'y réfugiait de temps en temps. La grotte Mandrin qui se trouve dans la Drôme. Et donc cette équipe a trouvé une dent qui n'aurait pas dû y être. Une dent qui était dans une couche géologique d'il y a 54 000 ans et qui était une dent de lait, une petite molaire, Homo sapiens, et pas néandertalienne. Et donc ça remet en cause tout le scénario du peuplement de l'Europe, de l'Europe occidentale en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des incursions, etc. C'est toute la question que posait cet article. Alors pour la petite histoire, j'ai choisi ce papier-là parce qu'en réalité, je n'ai pas attendu d'avoir le communiqué sous embargo de Science Advances. Moi, j'étais allé faire un reportage dans la grotte Mandrin il y a 3 ans. Et donc, j'avais discuté avec les chercheurs, donc Ludovic Slimak en tête, hein, qui est le directeur de l'équipe. J'étais sur le terrain, je voyais qu'ils étaient en train de fouiller des choses, etc. Et donc, j'ai discuté avec lui tout l'après-midi. Il m'a dit, j'ai des choses qui vont sortir, j'ai un gros truc qui va sortir bientôt. Donc, bon, alors il m'en parle. Et puis, j'ai pas le droit d'en parler, évidemment. Donc je garde ça sous le manteau, et puis je l'appelle 6 mois plus tard, je lui dis ça en est où, c'est pas prêt, tout ça, bon 6 mois plus tard, tous les 6 mois je l'ai appelé en fait. Et donc j'ai gardé l'information, j'aurais pu la sortir, mais évidemment je ne pouvais pas trahir un chercheur, et puis surtout je n'avais pas les détails, et il ne me les aurait jamais donnés de toute façon, parce qu'il savait que après c'est sa carrière à lui qui est en jeu. Donc il ne peut pas publier, l'article ne sera jamais publié si jamais, son étude ne sera jamais publiée si jamais il évente l'info à la presse. C'est pas comme ça que ça marche. Ce qui compte en science, vous avez peut-être eu l'occasion d'en entendre parler, c'est la publication. Pour les chercheurs, c'est l'alpha et l'oméga de leur travail, c'est publier dans des revues relues par les pairs, validées par les pairs. Sinon, leur travail n'a pas de valeur, quoi. Donc j'ai attendu pendant 2 ans et demi que Ludovic Slimak m'appelle un jour et me dise « Bon, ça y est, cette fois c'est bon, ça va apparaître dans X jours ». Et donc, mon problème maintenant, c'était comment est-ce qu'on passe de ceci, donc voilà, c'est ça une étude scientifique,
Voilà. Comme dit un de vos chanteurs qui habite pas très loin, et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Vous voyez, bon voilà. Bon, je me suis arrêté là parce que ensuite, là, toute cette partie-là, là, ce sont les références, c'est-à-dire tous les travaux qui sont cités dans l'article. Et il y en a encore 3 pages. Donc les chercheurs sont des gens qui font beaucoup de recherches documentaires. Et en plus de toutes ces pages-là, il y avait une centaine de pages de ce qu'on appelle des informations supplémentaires sur la description de tous les matériaux, de tous les objets, de toutes les dents, et le détail de toutes les analyses. En fait, ce que je vous ai montré avant, là, tout ça, c'est un résumé, voilà, de leur travail. Donc comment est-ce qu'on passe de tout ça, alors je voulais infliger, parce que moi je l'ai quand même lu en entier, comment est-ce qu'on passe de tout ça à ça? Voilà. Mon travail, c'est ça. J'ai le matériau brut, j'ai le chercheur, etc. sous la main, et je dois vous le transmettre. Alors évidemment, je ne l'ai pas cru sur parole, même si c'était publié dans une revue prestigieuse, même si c'était validé et relu par les pairs. Il y a eu plusieurs correcteurs qui ont relu, qui ont demandé des amendements, qui ont fait des remarques, qui ont demandé des précisions. C'est un travail constant qui se passe entre les auteurs et les éditeurs. À chaque fois, il y a au minimum 2 personnes qui relisent les études et qui ensuite font un travail d'aller-retour avec des questions, etc. Et si jamais ça ne leur plaît pas, ils ne passent pas l'étude. Si jamais ils estiment que ce n'est pas satisfaisant, ils ne les passent pas. Donc comment est-ce qu'on passe de ce que je vous ai montré avant à ceci? Eh bien, il y a plusieurs... je regarde juste quelle heure il est. Il y a plusieurs étapes à franchir. Bon, déjà, il faut lire l'étude. Ensuite, évidemment, il faut la comprendre. Et puis ensuite, la première chose que vous faites, c'est vous appelez le chercheur, le principal auteur de l'étude, si c'est possible, pour qu'il vous explique, avec des mots non savants, que je puisse citer, parce qu'évidemment, tout ça, c'est en anglais. En anglais, encore, c'est rien, mais tout ça, c'est en jargon anglais. Donc il y a un double travail de traduction à faire. Il faut passer de l'anglais au français, et puis il faut passer du français technique au français que le public peut comprendre. Donc je l'ai appelé, je l'ai torturé pendant à peu près 1h30, avec tout un tas de questions, parce que c'était extrêmement troublant cette histoire, de cette incursion incroyable, 12 000 ans plus tôt que prévu. Et ça posait beaucoup de questions sur la manière dont ils avaient travaillé, eux, les archéologues. Donc j'ai ces réponses, pardon, et ensuite la chose que j'ai faite, c'est que j'ai envoyé l'étude à Jean-Jacques Hublin, qui est titulaire de la chaire de paléoanthropologie au Collège de France. Je lui ai laissé quand même un peu de temps pour qu'il puisse la lire, et je l'ai appelé et je l'ai interviewé longuement, et je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Et on a soulevé tout un tas de points d'accord ou de désaccord. Et donc il m'a donné son opinion, et ensuite, avec les points où lui se posait des questions, je suis revenu vers Ludovic Slimak pour lui demander des précisions, pour essayer de voir, oui, effectivement, cette dent-là, elle se trouve dans ces strates-là, mais il n'y a rien de plus léger et plus petit qu'une dent, finalement. Est-ce qu'elle n'a pas pu se balader? Parce qu'il y a aussi, en archéologie, des problèmes où vous avez ce qu'on appelle des perturbations, des bioturbations, en fait. Il y a des animaux fouisseurs qui se baladent dans les couches et qui peuvent, en se promenant, en fouissant, déplacer des objets d'une couche vers l'autre. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les travaux qu'ils ont fait pour montrer que cette dent appartenait bien à la couche où on l'a trouvée, mais c'est effectivement quelque chose d'assez fabuleux. Donc à la fin, on a cette interrogation, c'est qui c'étaient ces gens qui sont venus 12 000 ans plus tôt que prévu. En fait, ils sont probablement restés très peu de temps. Ils n'ont sûrement pas réussi à survivre. Ils sont restés qu'une quarantaine d'années d'après les résultats des archéologues. Mais d'où est-ce qu'ils venaient? Comment ils sont venus? Parce que ce qu'ils fabriquent là, ces choses-là, ces petites pointes-là, on les retrouve que dans un endroit de la France, c'est dans ce coin-là. C'est une énigme depuis des décennies, on ne sait pas qui les a fait, parce que ça ne ressemble pas trop à ce que faisaient les Néandertaliens, et en fait ça ressemble à ce que faisaient les Homo sapiens au Proche-Orient.
à la même époque. Donc l'hypothèse, c'est est-ce qu'il y a des gens qui ont suivi, traversé la Méditerranée, etc., pour venir jusque dans la vallée du Rhône, qui est un axe de communication naturelle en France, voilà. La question reste ouverte, mais il me semblait important de la transmettre au public. Alors pour la petite histoire, quand je suis allé là, dans la grotte Mandrin, là, il n'y avait pas que la dent. Dans les découvertes qu'il avait faites, il n'y avait pas que la petite dent du Homo sapiens, il y avait autre chose. Je ne peux pas vous en parler. Et si on vous torturait tous devant moi, je ne parlerai pas non plus. Mais voilà, il y aura sûrement d'autres choses, mais vous n'êtes pas au courant. Donc voilà, on nous voit souvent comme ça, parce que je vais vous parler d'une autre facette du journalisme scientifique quand même, parce qu'il n'y a pas que juste le compte-rendu d'études. Comme je le disais tout à l'heure, si je suis là, c'est de la faute de Roland, le Hook. Mais voilà, on rencontre aussi des gens, ça nous permet de rencontrer des gens. J'ai fait son portrait, je ne sais plus il y a combien de temps, pas loin de 15 ou 20 ans, je pense. Donc, on rencontre des gens très sympas. On fait des reportages très sympas. Alors, un journaliste scientifique, c'est cool, parce que on va voir des fusées qui décollent. Ça, c'est quand même plutôt bien. Et ça nous permet de rencontrer des personnes incroyables et d'aller faire des voyages incroyables aussi, parce que les lieux de science sont souvent des lieux très très particuliers. Donc ça, c'est un reportage que j'ai fait en 2003 ou 2004, je ne me souviens plus bien. Donc cette personne-là, cette dame, qui a pris un risque, bon, elle est attachée quand même, hein, parce que j'étais avec un photographe qui était complètement fou. On est au radiotélescope d'Arecibo, qui malheureusement n'existe plus parce qu'il a été détruit. C'est à Porto Rico. Et donc c'était le radiotélescope, c'est une espèce de grande antenne géante qui faisait 300 mètres de diamètre, qui était installée dans une cavité naturelle à Porto Rico. Et Jill Tarter, alors je ne sais pas si vous la connaissez ou pas, mais elle, c'est une dame qui s'intéresse depuis très 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 longtemps à la recherche de signaux d'origine extraterrestre. C'est le programme SETI. Et donc, elle a servi de modèle à Carl Sagan, qui est un grand vulgarisateur et astrophysicien américain, quand il a écrit son roman Contact. Et il y a eu un film qui a été tiré, que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Contact, où le rôle de Jill Tarter est interprété par Jodie Foster. Et donc, je suis allé interviewer Jill Tarter quand elle était en session de recueil de données à Arecibo. Et là, c'est sous l'antenne, là, et le guignol, là, avec le casque, c'est moi. Voilà. Et donc, c'est un reportage absolument incroyable parce que vous dormez sur le site du radiotélescope. Je n'ai pas fait exprès d'appuyer sur le bouton, mais c'est pas grave. Donc, ça permet de faire des reportages dans les lieux hors du commun. Donc, voilà, ici, c'est au pôle Nord. C'est une station russe. Les Russes avait une grande tradition qui datait même d'avant la Deuxième Guerre mondiale, de stations dérivantes. Ils posent au nord de la Russie des petits baraquements, là, vous les voyez, sur la banquise. La banquise se détache et elle bouge, et eux, ils bougent avec pendant des mois et des mois. Ça passe par le pôle Nord et puis après, ça redescend le long du Groenland. Et donc, moi, j'y suis allé au moment où ils étaient au pôle Nord. Donc là, il fait moins 35. Et je vous jure, j'étais là, entre ces deux bâtiments, et il y a un Russe qui est sorti à poil pour aller prendre sa douche dans le bâtiment d'en face. Voilà. Donc ça, c'était sympa. Bon, il y avait des ours blancs un peu en face, mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai la chance d'avoir traversé les 2 cercles polaires, parce que je suis aussi allé en Antarctique, sur la base du mont d'Urville en Terre Adélie, et où j'ai fait toute une série de reportages, et ça c'était en 2003. Alors quand je dis lieu hors du commun, alors Teotihuacan, ça n'a pas l'air fantastique, non, mais en fait cette pyramide là, qui est la pyramide de la Lune, dans la civilisation des
de la Mésoamérique, les pyramides ne sont pas comme les pyramides d'Égypte. Les pyramides d'Égypte sont des tombeaux, il y a des chambres, des couloirs, etc. Les pyramides de cette région-là, elles sont pleines. Mais elles ont été, et en haut, on faisait des sacrifices. Et simplement, elles ont été construites par étapes. Et les chercheurs qui étudiaient ces pyramides avaient une hypothèse, c'est qu'ils édifiaient une petite pyramide, je vais revenir en arrière, puis une plus grosse, et à chaque fois qu'ils en faisaient une plus grosse, à un certain endroit, à des endroits bien précis, ils déposaient des offrandes aux dieux. Et donc elle est pleine, pleine comme un œuf. Ils ont percé un tunnel ici, comme des mineurs, pour aller vérifier si à l'endroit qu'ils supposaient, il y avait bien ces offrandes, ces dépôts d'offrandes. Donc je suis allé dans la pyramide de la Lune, je suis le seul journaliste français à y être jamais allé, évidemment, et il y avait bien les dépôts d'offrandes. Il y avait même des sacrifiés humains, donc, qui étaient réduits un petit peu en bouillie, parce qu'évidemment, il y avait toute la masse de la pyramide au-dessus, mais il y avait les offrandes, les squelettes, tout était à la place indiquée. Ça, c'est un des plus beaux reportages que j'ai jamais fait. Je ne sais pas si jamais un jour vous avez l'occasion, c'est très compliqué d'aller en Arabie, mais c'est le site d'Egra. Alors on connaît tous le site de Petra en Jordanie. C'est la même civilisation, sauf que là on est en plein milieu du désert et c'est juste fabuleux. Alors celui-là je voulais garder pour la fin et j'ai pas mis de photo, tout simplement parce que vous allez assez vite comprendre pourquoi. Je suis allé en 2000 dans ce qu'on appelle aux États-Unis, dans le Tennessee, la ferme des corps de Body Farm. C'est un endroit absolument incroyable, puisque c'est un endroit où un chercheur américain a mis son installation qui consiste à étudier la décomposition du corps humain. Donc l'idée, c'est qu'il récupère des gens qui ont donné leur corps à la science, et il les met dans des différentes situations. Alors ça peut être à l'air libre, ça peut être en été, en hiver, parce que la décomposition ne se fait pas à la même vitesse suivant le climat. Ça peut être sous terre, ça peut être dans le coffre d'une voiture, ça peut être dans de l'eau, etc., etc. Et l'idée, c'est de pouvoir aider les chercheurs de la police scientifique, notamment à dater la mort des gens. Parce qu'une des choses qui se passe, c'est que les États-Unis sont un territoire immense. Souvent, on met beaucoup de temps à découvrir les cadavres quand on les a cachés. Et la première question que les policiers posent, c'est depuis quand il est là. Et ce monsieur, qui s'appelle William Bass, il était anthropologue, il a regardé dans la littérature, et puis il a dit, mais on n'en sait rien en fait. Et ce qu'il a fait, c'est que, il s'est posé la question de savoir comment faire. Bon, un jour, la police vient le voir, et ce qui se passe, c'est qu'on lui dit, il y a un cimetière historique qui date de la guerre de sécession, où une tombe a été bouleversée. On voudrait être sûr que la personne qui est dans la tombe correspond bien, est bien celle qui est censée y être, c'est-à-dire un officier confédéré, sudiste, qui était mort dans les années 1860. Donc il va au cimetière, il ouvre le cercueil, et puis il se rend compte que sur la jambe, il y avait des lambeaux de chair. Donc il a dit, ce type-là ne peut pas être là depuis, parce que c'était dans les années 70, ce type-là ne peut pas être là depuis 110 ans. Donc il a dit, non, c'est pas ça. Et en fait, il s'est trompé. Il s'est trompé de 110 ans, oui. En fait, le cercueil était en plomb, et la décomposition n'avait pas pu être menée à son terme parce qu'il n'y avait pas assez d'oxygène à l'intérieur. Donc ce chercheur, qui est très pragmatique, a dit, c'est pas compliqué, on ne sait pas faire, on va apprendre à faire, donnez-moi un terrain. Il dit ça à l'université, donnez-moi un terrain pour que je puisse y mettre des morts dessus. Bref. Et donc j'y suis allé, je peux vous assurer que c'est une expérience qu'on n'oublie pas. Et c'est une rencontre incroyable. Ce personnage est vraiment incroyable. C'est juste fou. Et je suis allé chez lui à la fin. C'était très gênant parce qu'en fait, il y a son chien qui arrive et puis il nous renifle les chaussures. Parce que lui, il
où on était allé juste avant, il sentait la mort. Parce que je peux vous dire que la seule chose qu'on sent, le plus grand souvenir qu'on a, c'est pas de voir des morts, c'est l'odeur. C'est juste insoutenable. Et donc il y avait le chien, bon, on se met sur sa véranda, il y a sa femme qui est là, on prend un verre, et puis comme ça, bon, c'était la fin de l'après-midi, et je lui dis, mais de quoi vous rêvez le soir? C'est une question que j'aime bien poser aux gens un peu bizarres. De quoi vous rêvez la nuit? Et là, il me regarde, il regarde sa femme, il dit, je ne l'ai jamais dit à personne, mais parfois, je rêve que je tue quelqu'un et que j'essaye de cacher son corps dans la ferme. Voilà. J'ai bien dormi après. Non, mais on rigole, mais c'est un travail incroyable qu'il a fait. Alors, il y a aussi le lendemain, je suis allé dans son labo. C'est quelque chose, hein, je peux vous assurer, parce qu'il y avait une espèce de grosse cocotte minute. Parce qu'une fois que les corps ont fini d'être décomposés, ils n'ont pas fini de servir à ce monsieur. Bon, c'est un peu spécial. Il récupère les cadavres, il les fait bouillir dans la cocotte minute pour enlever tous les résidus de chair qu'il peut y avoir, parce que bon, tout ne part pas forcément dans la nature. Et ensuite, il les met dans des boîtes en carton qui sont grandes comme ça. Donc, il m'en a donné une. Je peux vous assurer que c'est pas lourd, un squelette. Hein. Ça fait dans les 10 kilos. Ça fait très bizarre. Et donc, il en a plusieurs centaines dans cette grande pièce qui, pour la petite histoire, est située juste sous le stade de football américain. Pardon. Et puis, il m'a donné une petite boîte à chaussures comme ça. Et puis, je l'ai ouverte. Et en fait, c'était un bébé. Et la chose la plus incroyable, c'est que dans toutes les autres, il y a un crâne. Mais dans les bébés, comme les os n'ont pas eu le temps de se souder, de se suturer, ça fait comme des pétales, des pétales blancs, et les crânes ne sont pas complets comme les nôtres. Donc c'est un reportage que j'oublierai jamais, évidemment, vous vous en doutez, pour lequel j'ai eu un prix d'ailleurs. Et voilà, journaliste scientifique, ça permet de faire des choses comme ça, de faire des reportages que un journaliste sportif fera jamais, évidemment, un journaliste politique non plus. Les seuls gens à qui j'ai pu en parler, c'était quelqu'un qui avait fait du reportage de guerre, parce qu'il me dit, oui, effectivement, quand on est sur un terrain où il y a eu la guerre, où il y a tout des tas de cadavres, oui, c'est un peu comme ça. Sauf que bon, moi, j'étais pas en guerre, c'était quand même un peu plus cool. Voilà, je vous remercie. Je voulais juste dire une chose. C'est que, évidemment, si les services sciences dans les journaux arrivent à subsister, c'est grâce à vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'en fait, votre passion, on la mesure. Ce que j'ai oublié tout à l'heure, ça m'est revenu dans l'intervalle, donc je vais vous le dire maintenant. Comment on la mesure aujourd'hui? On la mesure avec Internet, parce que Internet, c'est un outil fantastique pour tous. On mesure tout ce qu'on veut. Combien de temps vous êtes sur le site, combien de temps vous mettez pour lire l'article, à quel paragraphe vous vous arrêtez, tout ça, on peut le voir. Et on peut voir aussi quels sont les articles qui plaisent le plus aux gens, qui sont les plus lus, les plus partagés, les plus renvoyés, les plus tweetés, etc. Et très souvent, ce sont nos articles. La semaine dernière, j'ai fait un article sur cette fusée chinoise qui est retombée qui allait retomber un peu n'importe où. C'était l'article le plus lu du jour. Donc, bon, c'était pas de la science vraiment, mais bon, c'est un peu du spatial, etc. Nos articles vous plaisent beaucoup. Et je vais vous raconter pour terminer une anecdote qui a un rapport pour le coup avec l'astronomie. Quand il y a eu la première image du trou noir, en 2000, je sais plus, 18 ou 19, donc c'était un événement incroyable. Et cette fois-ci, on a réussi à vraiment lui donner la place que ça méritait, parce que juste pour la petite histoire, en 1995, moi j'étais pas encore journaliste scientifique, quand il y a eu la première découverte d'une planète extrasolaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je trouve que c'était quand même une info incroyable. C'est la réponse à plus de 2000 ans d'interrogation sur est-ce qu'on est seul dans l'univers? Pas est-ce qu'on est seul en tant qu'être vivant, mais est-ce qu'il y a d'autres planètes que le système solaire dans l'univers? Et ben, ce n'était pas la manchette ce jour-là. Il a fallu se battre pour qu'à la une du journal, il y ait un petit truc qui en parle. Parce que voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas forcément dans les journaux la culture nécessaire pour apprécier la valeur d'une information scientifique. Et c'est toujours une bagarre pour nous de le faire comprendre.
pour le premier trou noir, la première image d'un trou noir, ça n'a pas été compliqué, tout simplement parce que le directeur actuel du Monde, Jérôme Fenoglio, c'est un ancien journaliste scientifique qui a fait de l'astronomie, donc lui, il sait. Ouf, on a de la chance, je ne pense pas que ce soit pareil dans d'autres journaux. Donc on fait le papier, on met la photo à la une, tout est bien, puis on me dit, Pierre, ça serait bien que tu fasses un live, un chat en live. Donc c'est quoi un chat en live? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir ça sur le site du Monde, c'est le journaliste se met derrière son clavier, et puis les lecteurs sont alertés qu'il va y avoir un chat sur telle ou telle information importante, et ils envoient leurs questions. Et donc, c'était en 2019. Et donc, je m'installe dans mon ordinateur. En général, ça a quand même toujours du succès, ce qu'on fait en sciences, mais bon. Et puis là, le chat commence, je reçois des questions, plein de questions, de plus en plus de questions, etc. J'étais submergé. Et au bout d'un moment, je regarde, mais combien il y a de gens là qui nous regardent à l'instant T, quoi. Il y avait 48 000 personnes qui étaient pas sur le site, qui étaient sur le chat, en train de lire, de poser des questions et de lire les réponses. Et là, je regarde les gars du web, je leur dis, c'est beaucoup quand même, parce que d'habitude, moi, je suis plutôt habitué à faire dans les 10 000. C'est beaucoup. Il me fait, ah, il y a combien? Je lui dis, 40 000. Et là, ils se regardent, les mecs, ils disent, c'est plus que la victoire de la France à la Coupe du Monde 2018. Donc, le trou noir a fait mieux que Kylian Mbappé. Et ce jour-là, j'ai eu plus de 3000 questions, et à un moment, ça allait tellement vite que je ne pouvais même pas les lire. Donc voilà, si les journalistes scientifiques existent toujours, c'est grâce à vous. Merci.